Retour dans la semaine de l'écho spéciale Davos. Y a-t-il un nouvel ordre mondial? Est-ce la fin de la mondialisation? On retrouve dans cette deuxième partie de l'émission Maurice Lévy, PDG de Publicis. Merci beaucoup d'être avec nous, grand organisateur de cet événement. Maurice Lévy, alors c'est vrai que cette année, c'est la géopolitique qui domine. On a Xi Jinping, donc le président chinois, chantre de la mondialisation. On a un Trump, évidemment, qui a un discours inverse, puisqu'il parle de protectionnisme. Y a-t-il une redistribution des cartes, selon vous, Maurice Lévy? En tous les cas, il y a un jeu qui est en train de changer. Et puis, vous auriez pu ajouter le Brexit et vous auriez pu ajouter effectivement que l'Europe est au cœur des discussions, mais d'une manière plutôt négative, c'est-à-dire qu'on est en train d'être passé pour perdre ses profits. Que la France... Passer pour perdre des profits. L'Europe, quand vous discutez avec les gens, finalement, l'Europe va disparaître, l'Union ne veut pas survivre au Brexit. C'est un peu ce que disent les gens. La réalité est bien sûr tout à fait différente et bien entendu, on défend un point de vue bien différent qui consiste à dire mais oui, il faut compter avec l'Europe. C'est vrai que l'ombre de Trump pèse sur Davos, que ses tweets aussi sont pas mal vus, discutés et commentés. Est-ce qu'il vous inquiète, Donald Trump? Franchement, non. J'ai peut-être tort. Donc je dis franchement non, parce que je crois que, comme tous les présidents, quelle que soit leur position avant, ils s'ajustent à la réalité du monde et que les présidents américains... Moi, je me rappelle très bien de Reagan, Ronald Reagan. Tout le monde disait il va détruire l'Amérique, il est incapable de gérer, etc. Alors, c'est vrai qu'il est imprévisible. Et il n'avait pas Twitter, Ronald Reagan. C'est vrai qu'à cette époque, on n'avait pas Twitter. Et c'est vrai qu'il est complètement imprévisible. Mais il y a quelques points positifs. Le premier, c'est qu'il est complètement déterminé à régler deux problèmes en Amérique. D'une part, celui des classes moyennes, en faisant en sorte que le pouvoir d'achat remonte et que la possibilité pour les gens de vivre beaucoup mieux existe. Il y a aujourd'hui... Mais s'il le fait avec le protectionnisme, ça va marcher? Non, mais personne ne croit au protectionnisme. Je veux dire, ce qu'il fait, c'est de pousser des coups de gueule pour que des gens créent leurs usines aux États-Unis. Et donc, il agite de manière très forte et assez crédible d'ailleurs l'épouvantail de la taxation, de manière à ce que Ford installe ses usines aux États-Unis plutôt qu'au Mexique, et il dit je vais vous aider en plus parce qu'on va faire un deal, il adore faire des deals, on va faire un deal sur les taxes, on va faire un deal sur ceci ou cela. Il veut recréer des emplois. George Soros ici dit il va déclencher une guerre commerciale avec la Chine. Mais non. Il dit il va échouer, c'est un apprenti dictateur. Mais, enfin, ça j'en sais rien. Franchement, je ne le connais pas assez pour pouvoir dire si c'est un apprenti dictateur ou pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des principes de réalité qui vont s'imposer à tous et qu'il est entouré de gens compétents. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils sont peut-être durs, ils sont peut-être même sur des extrêmes. Mais ils ne sont pas sur la même ligne que lui, d'ailleurs. Et souvent, exactement. Et souvent pas sur la même ligne que lui, donc ils vont l'amener à plus de modération. Et il va comprendre, c'est un homme intelligent, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc il bouscule les choses, ce qui lui permet de rebattre les cartes et ce qui lui permet de se remettre à la table de négociation avec un avantage. Aujourd'hui, il a l'avantage d'avoir effrayé un peu tout le monde et de se dire « je vais obtenir quelque chose de ce chamboulement que je suis en train de créer ». Et il va probablement obtenir quelque chose. Que peut-il obtenir, Maurice Lévy? Il va obtenir des avantages commerciaux, il va obtenir des avantages fiscaux, il va obtenir des tas de choses dans ces négociations. Des avantages stratégiques en particulier. Et que va-t-il perdre? Je ne sais pas trop. Pour l'instant, son obsession, c'est l'Amérique. Et c'est pour ça qu'il fait peur un peu à tout le monde. Parce que... Mais c'est une Amérique du repli, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique du repli quand vous avez un continent de cette dimension et que vous avez la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire mondiale, la première puissance scientifique mondiale? Il n'y a pas de repli. Je veux dire, il ne faut pas qu'on joue à se faire peur. Vous ne pensez pas qu'il y a un repli avec justement une résurgence de la Chine, de la Russie? C'est effectivement Xi Jinping qui a ouvert Davos cette année en se faisant le chant de la mondialisation. On sent bien qu'il y a tout de même un repli du bloc occidental et que d'autres puissances comme la Chine vont justement assumer un rôle qu'elles n'avaient peut-être pas auparavant. Ça, ce n'est pas franchement un repli. Qu'il y ait de la part de Trump la volonté de changer la donne à son avantage, c'est absolument indiscutable.
qu'il fasse peur à tout le monde sur le fait qu'il va renégocier tous les accords, c'est aussi une réalité. Si vous regardez du côté de la Chine, Xi Jinping a fait un travail absolument merveilleux. Il est venu en chantre de l'économie libre et en chantre de la mondialisation. Il a fait le discours qu'un président américain aurait dû faire. Donc, sur ce plan-là, c'est absolument formidable. Maintenant, sur ce plan-là, les cartes sont rebattues. Oui. Et en même temps, vous avez la situation en Chine qui n'a pas changé. Et puis, vous avez le bloc, ex-bloc soviétique, la Russie, avec Poutine, qui a regagné une position sur le terrain. Et c'est pour ça que je disais que tout le monde considère que l'Europe s'est effacée. D'une part parce qu'il y a le Brexit et donc elle est amputée et qu'elle ne peut plus prendre un certain nombre d'initiatives. Que pensez-vous justement du Brexit? Du mal. Beaucoup de mal. Du mal d'abord pour les Britanniques. Je pense qu'ils ont commis une erreur fondamentale. Et comme l'a dit le Premier ministre des Pays-Bas, ils ont sacrifié la prospérité future pour un mythe de sécurité contre l'immigration. Donc c'est vrai qu'ils se sont isolés sur leur île et qu'ils sont en train de fermer toutes les frontières. Peut-être que demain, ils fermeront le tunnel. Theresa May ne disait pas tout à fait ça. Elle disait qu'on va renégocier avec tous les autres pays du monde. Mais d'accord, mais elle va renégocier avec 200 pays. Très bien, bonne chance. Elle va renégocier. Il y a actuellement 18 000 accords à renégocier. Bon, ça prend du temps. Ça prend un minimum de temps, et puis 18 000 accords, je ne sais pas très bien qui va être capable de les négocier, je ne sais pas très bien combien d'honoraires ils vont payer à des avocats parce qu'ils n'ont pas les capacités. En plus, il faut savoir qu'en matière de négociation internationale, tous les pays européens ont perdu leur capacité puisque c'est remonté à Bruxelles. C'est Bruxelles qui a les capacités de négociation internationale. Il n'y a pas de compétences au niveau des pays. Ça a été transmis à Bruxelles. Ça Donc ils vont être en grande difficulté. Mais bien entendu. Non seulement ils vont être en grande difficulté, mais dans le nouvel accord qu'ils ont voulu prendre sur le Brexit, ils disent on sort du marché unique. C'est quand même risqué. Vous avez l'air perturbé par ce... Mais je pense qu'il y a un avantage dans cette position qui est le fait que c'est clair et que donc, de ce fait, les cartes sont absolument claires entre l'Angleterre et l'Europe. Il y a une coupure absolument franche et complète sur toutes les organisations européennes. Ils sortent de partout. En même temps, ça donne un peu le vertige parce qu'ils vont se retrouver en dehors du marché unique européen, ils vont se retrouver en dehors du passeport financier et donc on a déjà vu que certaines banques ont décidé de revenir sur le continent ou de venir sur le continent. Bonne nouvelle, Paris semble tenir la corde et ils ont raison. Et ils ont raison de choisir Paris. Nous avons énormément d'atouts. Vous pensez? Oui. Mais je pense, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, et parce que Paris va redevenir une place très attractive sur le plan international, et en particulier sur la finance, où nous avions perdu du terrain au profit de Londres. Et là, on est en train de le gagner par rapport à Francfort et bien sûr Amsterdam. Donc moi, je milite pour que les gens viennent sur Paris, et je pense que c'est le bon choix. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et il va y avoir une paupérisation. Il ne faut pas se tromper. Paupérisation de la Grande-Bretagne, paupérisation de l'Europe. De la Grande-Bretagne. L'Europe, maintenant, elle a un pari à jouer et un avenir à jouer. C'est la reconstruction de cette Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'après le Brexit, après tout ce qu'on a entendu de M. Trump qui imagine que l'Europe n'existe pas et il ne sait pas très bien ce que c'est, il faut qu'on prouve au monde qu'on est capable de s'organiser et de créer une Europe. On est capable de le faire? Mais bien sûr. Mais ça passe par la France. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne peut passer que par la France. Et là, on est en très fin de mandat, bonne nouvelle, il y a des élections. Justement. Compliquées pour 2017. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça ne peut passer par la France que si la France fait enfin les réformes qu'elle doit faire. Si la France ne fait pas ces réformes, la France n'aura pas droit de citer parce qu'elle ne peut pas dire « écoutez, il faut aller dans cette direction » alors qu'elle-même ne fait pas son travail. Donc, il va falloir attendre mai 2017 en tout cas. Oui, mais ça va, c'est dans 3 mois. Il ne faut pas s'affoler là-dessus. Hein. Avril, c'est bientôt, et puis mai, c'est tout de suite après.
Enfin, sauf si le calendrier a changé. Est-ce la fin de la mondialisation, Maurice Lévy? Mais la mondialisation continue. Je veux dire, je crois qu'on agite des tas de fantasmes en disant ça va être la fin de ceci, la fin de cela, etc. Ce ne sera plus comme avant. Il y a des forces qui sont irrésistibles. La mondialisation a permis à des centaines de millions de gens de sortir de la pauvreté. Alors ça s'est fait au détriment de l'Europe, ça s'est fait au détriment des États-Unis. Et avec un accroissement des inégalités. Et avec un accroissement des inégalités. Donc il y a des mauvais effets de cette mondialisation. Mais l'effet majeur, le plus important, c'est ce que l'on voit en Chine, ce que l'on voit en Inde, ce que l'on voit au Brésil et dans un certain nombre de pays où ces pays ont bénéficié très largement de la mondialisation. Des centaines de millions de Chinois, d'Indiens, des Brésiliens, c'est par dizaines de millions, sont sortis de la pauvreté. L'Afrique est en train de sortir, en tous les cas une partie de l'Afrique, de la pauvreté. Donc je dis que ces forces irrésistibles sont telles que je vois mal comment on peut raisonnablement penser qu'on mettra fin à ce bien commun qui est cette mondialisation. Alors à côté de ça, il y a les mauvais effets de la mondialisation. Sur les mauvais effets, il faut prendre des mesures correctives. C'est tout. C'est votre dernier Davos, Maurice Lévy, comme PDG de Publicis? C'est mon dernier Davos. Je ne sais pas trop si c'est mon dernier Davos. Si je suis encore invité, je viendrai. Je participerai certainement, ou alors je viendrai skier à d'autres moments. Et effectivement, il y a des changements qui vont s'opérer à Publicis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de la semaine de l'écho. Restez avec nous sur France 24.